entend souvent dire que la France est irréformable, qu'elle dépense un pognon de dingue dans son modèle social et que la dette publique est notre fardeau ultime. Mon invité d'aujourd'hui conteste radicalement ce récit. Économiste, maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre des économistes atterrés, il défend l'idée que notre État social n'est pas un coût, mais notre principal actif. Auteur de l'État social, de Pour une économie républicaine et plus récemment de Penser l'alternative, réponse à 15 questions qui fâchent. Coécrit avec 4 autres auteurs, il plaide pour remettre la politique aux commandes de l'économie. Avec lui, nous allons voir comment nous pouvons sortir du chaos néolibéral qu'il dénonce. Christophe Rameau, bonjour. Bonjour. Alors la première question que je voudrais vous poser, c'est que vous mettez souvent en valeur la notion d'État social, on peut aussi appeler État-providence, et vous insistez sur le fait qu'il ne faut pas retenir une définition trop centrée sur la sécurité sociale, mais une définition plus large de ce concept. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, l'idée c'est qu'en fait, avec l'État-providence, puis la démocratie, et les deux sont liés, on a les deux principaux leviers pour l'émancipation. Voilà. Donc il faut peut-être remonter loin. Je ne vous fais pas un grand dessin sur l'état actuel de la gauche à l'échelle mondiale. D'où vient cette régression ? Le sentiment que j'ai, c'est qu'en fait, il faut sonder à la racine aujourd'hui les problèmes auxquels est confrontée la gauche. Et c'est quoi la racine ? Le projet socialiste ou projet communiste, peu importe là les termes qu'on utilise. Ce projet, ça consiste à dire on va prendre appui sur les travailleurs dans les entreprises qui vont s'associer. C'était l'idée autogestionnaire, même si le terme d'autogestion n'était pas mobilisé par Marx, il n'était pas popularisé au XIXe siècle. Mais voilà, c'est l'idée. On va prendre appui sur les travailleurs associés dans les entreprises qui vont prendre le pouvoir, qui vont virer les capitalistes parasitaires, puis on va reconstruire toute la société avec comme horizon une société où il y aura plus d'État. C'est l'idée du dépérissement de l'État. Marx rejoint ici les libertaires avec lesquels il ferraille par ailleurs. Rien ne s'est passé comme prévu. Non seulement rien ne s'est passé comme prévu, il y a pas mal de sociétés où on a rompu avec le capitalisme. Le problème, c'est que la plupart du temps, ça a conduit à des horreurs économiques, politiques, sociales. Très bien. Et au-delà de ça, plus d'un siècle après, on n'observe pas nulle part dans le monde de poussée autogestionnaire. Il y a des expériences autogestionnaires très importantes. Duralex, voilà, il y a des expériences. Enfin, dans la plupart des entreprises du monde entier, on n'assiste pas à des travailleurs qui veulent prendre le pouvoir. Voilà, les SCOP en France, ça représente de l'ordre de 30 000 salariés, c'est 0,1% des gens qui sont en situation d'emploi. Bon. Et donc, voilà, donc on a l'échec de ce projet. Et ce que je soutiens, c'est qu'en fait, il y a, y compris de par les contradictions du capitalisme, mais pas seulement, de par le mouvement des peuples aussi, il y a en fait deux énormes leviers qui se sont développés depuis le milieu du 19e, qui sont l'État-providence et la démocratie entendue au sens fort, le suffrage universel, et ça. Quand Marx écrit, l'État social, on est qu'à ses balbutiements, sur la fabrique, etc. Donc, que Marx ne pense pas, puis on ne peut pas penser à tout, l'objet d'étude de Marx, c'est le capitalisme, qu'il ne pense pas ni l'État social, ni la démocratie, qu'on est aussi, à l'époque aussi très fragile, ça peut se concevoir. Le gros problème qu'on a, c'est que plus d'un siècle après, il y a une partie de la gauche aujourd'hui encore, qui a un problème avec l'État. Voilà, qui a un problème, pour qui l'État, en dernier ressort, c'est un instrument en dernier ressort. C'est la formule fétiche des marxistes. En dernier ressort, ça reste au service de la classe dominante. Voilà. Et la démocratie, on dit plus trop démocratie bourgeoise, mais enfin on dit démocratie formelle. Et ça. Alors moi, ce que je soutiens, c'est que ce qui remet en cause le pouvoir du capital, la domination du capital, c'est deux volets. L'État-providence, avec l'État-providence entendu donc au sens large, pas simplement la protection sociale, parce que souvent on réduit l'État-providence à la protection sociale, mais entendu au sens large, la protection sociale, les services publics, le droit du travail, et puis quatrième pilier qui est très important, les politiques économiques, macroéconomiques, de soutien à l'activité, de partage des revenus, politiques budgétaires, monétaires, industrielles, commerciales. En fait, quand on met tout ça bout à bout, on a affaire à une véritable révolution, et qui n'est pas sans lien avec la révolution du suffrage universel. Et
ce que je soutiens, c'est qu'en fait, une des raisons pour laquelle il y a du désappointement, c'est parce que, justement, on nomme mal cette révolution, l'État-providence, on le réduit souvent à la protection sociale, on le mesure mal, on y reviendra éventuellement, le fameux indicateur de dépenses publiques, qui est complètement biaisé, en fait, et on le théorise mal. On le théorise mal, et voilà, et je pense que c'est... Et là, je reprends le creuset de Jaurès. Jaurès, déjà, avait compris, quand on relit Jaurès, à quel point il avait compris que c'est par le creuset républicain qu'on va pouvoir faire donner de la chair à ce qu'il y avait de bon, bien entendu, dans la perspective socialiste, communiste, peu importe là les termes qu'on utilise. Alors justement, vous avez dit le terme républicain, donc vous avez un livre qui s'appelle « Pour une économie républicaine ». C'est un concept que personne d'autre ne défend, enfin, je l'ai entendu que dans votre bouche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le concept, ce concept que vous essayez de défendre? Moi, ça fait longtemps que je travaille sur l'État social, et c'est vrai que c'est tardivement, au moment où j'écrivais ce livre, que je me suis dit, mais pourquoi tu n'oses pas? Pourquoi tu ne rapproches pas ces deux continents, la République et l'économie? La République. Tout le monde est d'accord aujourd'hui, quasiment, dans nos contrées, pour dire que c'est quand même bien de vivre en République. Il n'y a quasiment plus personne qui remet en cause, fondamentalement, le projet républicain. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant tout un temps, l'extrême droite, elle était contre la République, elle était contre ce qu'elle appelait la gueuse. Elle était pour la monarchie, c'est ça que je veux dire. dire. Tout à fait, bien sûr. À l'extrême gauche, on était pour la dictature du prolétariat. Maintenant, tout le monde se présente aux élections. Voilà, donc il y a eu un progrès de ce point de vue-là. Alors, il peut y avoir des discussions sur est-ce qu'il faut passer à la 6e République, ça, mais enfin, tout le monde s'inscrit quelque part dans le schème républicain, au moins dans nos contrées. Bon, et quand on ne vit pas en République, d'ailleurs, on sait à quel point on en manque. Je ne vous fais pas le dessin sur l'Afghanistan, l'Iran, enfin bref, et plein d'autres pays au monde, des dictatures, en Afrique, tout ça, bon bref. Ok. Donc il y a finalement un consensus quelque part, très important, et qui est positif, autour de l'idée que ce qui doit régir le politique, c'est la République. Et l'une des raisons pour laquelle on souffre, c'est le sentiment largement répandu, en France comme ailleurs, qu'il y a un domaine essentiel de nos vies, l'économie, qui échappe largement aux principes républicains. Et qui tourne, a fortiori depuis les 40 dernières années néolibérales, qui tourne principalement, pas uniquement, mais qui tourne principalement au bénéfice d'une infime minorité, les ultra-riches. Voilà. Et moi, ce que je soutiens, c'est que ça vaut le coup de rapprocher ces deux continents. C'est vrai que jusqu'à présent, quand vous entrez dans un moteur de recherche économie républicaine, il y avait plein de travaux intéressants à l'économie sous la Troisième République, mais conceptuellement, on ne rapprochait pas les deux. Et je pense qu'il faut rapprocher les deux. Pourquoi? Il y a un auteur que je trouve très radical dans le sens d'aller à la racine. C'est Marcel Gauchet. C'est un auteur qui pense la démocratie. Il vous dit la démocratie, elle a deux volets. Elle a un volet libéral. Pour vivre en démocratie, il faut avoir la liberté de penser, de s'associer, de signer des pétitions avec QG ou d'autres. Voilà, très bien. Et puis il y a un volet qui n'est pas libéral, au sens fort, la démocratie. C'est le volet républicain. C'est le suffrage universel. On compte tous que pour un. Il n'y a rien de plus radical. Il y a peu d'instants dans la vie où on ne compte que pour un. Je dirais, il y a la mort et il y a l'isoloir. C'est très radical, l'isoloir. Qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit diplômé et arrogant, comme souvent quand on est diplômé, ou pas diplômé, eh bien désolé, dans l'isoloir, on compte que pour un. Et on élit des représentants qui votent des lois, et ces lois, elles s'appliquent à tous. Y compris ceux qui ne sont pas d'accord, qui peuvent manifester, faire des pétitions, mais on ne fait pas sécession, on ne prend pas les armes. Il y a un volet proprement, donc le pôle républicain, c'est le pôle de la loi. Voilà. Eh bien l'économie, ça fonctionne pareil. Dans l'économie, moi ce que je soutiens, c'est que d'ores et déjà, aujourd'hui, nous vivons dans des économies républicaines. De façon tout à fait imparfaite, de façon tout à fait inachevée, si tant est que ça puisse être achevé, mais voilà, c'est-à-dire que dans nos économies, il y a un pôle privé qui a du bon. Voilà, l'initiative privée, ça a du bon. D'ailleurs, ce pôle privé peut prendre la forme de l'économie sociale, des associations, des mutuelles, tout ça. C'est privé, on est libre d'adhérer à une association. Il y a une mode autour des communs qui est bienvenue d'ailleurs. Hein. On peut gérer le privé de façon différente que le capitalisme. Très bien. Enfin voilà, moi je soutiens qu'il y a un pôle privé qui est très bienvenu.
qui est utile, qui est précieux. Quand on essayait de s'en passer, ça conduit à des catastrophes, parce que la concurrence, ça a du bon, ça stimule, il ne faut pas nier ça. Mais si on n'est pas libéral ou libertaire, si on considère que le tout n'est pas réductible au jeu des partis, que l'intérêt général n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers, il y a une part de l'intérêt général qui résulte du jeu des intérêts particuliers. Mais si on considère qu'il y a une part de l'intérêt général qui n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers, au niveau politique, il y a besoin de lois, et au niveau économique, c'est pareil. Il y a besoin d'intervention publique dans l'économie, et donc c'est l'État-providence, justement, qui est colossal, et dont on a tendance à sous-estimer l'importance. Et donc ce que je soutiens, c'est que il faut creuser ce sillon, justement, de l'économie républicaine, y compris pour faire face aux défis de notre temps, l'écologie, les inégalités, les conditions de travail, le fonctionnement des entreprises, etc.